monde, Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir pour le 7e entretien. On en est déjà au 7e entretien du Collège depuis le fameux 13 mars dernier. Dans la foulée de ce que l'on vit, vous le savez, on considère que notre travail d'administrateur-administratrice est clé dans la suite des choses et c'est ce qu'on fait depuis le début, essayer de s'employer à vous offrir la possibilité de s'entretenir sur des thèmes importants qui vont faire partie de la suite. Et aujourd'hui, on va discuter de résilience, de complexité, de l'aspect performance à travers tout ça avec Jean-François Lavallée. Jean-François est formateur au collège, mais il est aussi VP Innovation et apprentissage expérientiel chez Agenda. Et Jean-François a été au Cirque du Soleil chez Ubisoft. Tu as travaillé, Jean-François, dans des projets créatifs où la complexité allait de pair, ou en fait, en faisait partie intrinsèque. Alors, on est très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ceci. Comment vas-tu? Ça va très bien, ma chère. Très bien, merci. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Jean-François a mis un veston pour se mettre beau avec nous. Alors, c'est formidable. Jean-François va placer une présentation à l'intérieur de laquelle ça suscitera certainement d'autres interrogations qui seront... la résilience, pour nous, fait partie d'une des qualités essentielles pour la suite des choses. Alors, à toi la parole, Jean-François. Discutons-en ensemble. Donc, bonjour tout le monde. Je commencerai peut-être à vous dire que j'ai beaucoup d'empathie pour tous ceux d'entre vous qui vivent peut-être en ce moment des moments plus difficiles du point de vue de la santé ou du point de vue des familiales. En vivant un petit peu moi-même dans ma famille rapprochée, je sais que c'est le bout pas agréable de ce qu'on vit actuellement. Ceci dit, pour la prochaine demi-heure, on met ça de côté pour parler de business, de complexité. Puis à ta question, Chantal, tu disais comment je me sens. En fait, je me sens tellement bien que j'avais le goût de mettre cette photo-là. Je me sens comme un petit garçon dans un magasin de bonbons actuellement. Pour quelqu'un qui adore la complexité, je pensais jamais de mon vivant pouvoir vivre une expérience à l'échelle planétaire sur la complexité. Et puis, à chaque jour, j'apprends des choses, je découvre des affaires, donc je trouve ça vraiment juste merveilleux. Ceci dit, je comprends que c'est peut-être pas tout le monde qui partage cet engouement pour le beau monde de la complexité avec moi. Fait que je me disais, pendant les 15 prochaines minutes, je vais essayer de vous partager un petit peu des réflexions, des modèles, des choses qui vont peut-être, je l'espère, vous permettre d'être un peu plus à l'aise dans ces environnements-là. Donc, si on remet un petit peu un contexte, il y a quelques semaines, avec toi, Chantal, il y a Charles qui est venu présenter le modèle de M. Snowden sur la complexité, le Kinvin, qui est une des références là-dedans. Aujourd'hui, je vous en propose un autre qui est un petit peu plus, je dirais, simplifié, que j'utilise depuis quelques années pour accompagner les gestionnaires, qui est celui-ci. On ne va pas passer à travers tout le modèle aujourd'hui parce qu'on va manquer de temps. Comme je disais à Chantal en entrée de jeu avant, on va faire un petit peu de pub pour le collège, c'est-à-dire si vous vous inscrivez, on va pouvoir le voir ensemble dans le modèle de la complexité. Sans ça, j'ai eu le privilège de faire un TED Talk l'an dernier et le lien sera, je pense, dans la rediffusion, donc je vous invite à aller visiter. Ce modèle-là, ce qui dit, comme celui de Snowden, qu'il y a 4 types de projets ou d'environnements. Il y a des projets ou des environnements simples, il y a des environnements compliqués, il y a des environnements complexes et il y a des environnements chaotiques. Actuellement, comme Annick, mon autre collègue qui était là depuis quelques semaines mentionnait, on sort d'un environnement de crise qui était le chaos. Je vous entends, ce n'est pas toutes les industries qui sont sorties de la crise. Il y en a encore comme l'industrie justement culturelle, de la restauration qui est encore en crise. Mais pour la majorité d'entre nous, de nos industries, chez Agenda, le collège ou autre, on est sorti de cette première phase de chaos, de crise. Et là, ce que je trouve fascinant, c'est que tout de suite, on tombe dans nos réflexes de compliqué. Et quand je dis compliqué, il y a 2 caractéristiques qui me viennent en tête des environnements compliqués. Le premier, c'est qu'on connaît le résultat final avant même de commencer. Puis la deuxième caractéristique importante de ça, c'est que souvent, il y a une seule bonne solution dans ces environnements-là. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est tout simplement la construction d'un barrage. On peut faire une maquette du barrage avant même la première pelletée de terre. Donc, on connaît le résultat final avant de commencer. Et le barrage, il retient l'eau ou il ne retient pas l'eau. Quelque part entre les deux, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une seule bonne solution. Donc, les environnements compliqués sont les environnements de la résolution de problèmes linéaires, c'est de la gestion de projets pur et dur. Et ça, on sait faire, on est bon normalement à faire.
Et là, on voit que ce soit les journalistes, les dirigeants, nos politiciens ou même nous, les citoyens, là, on dit, bon, attends une minute, là, hier, vous nous avez dit ça, aujourd'hui, vous nous dites d'autres choses. Là, moi, je veux savoir à quelle date, de quelle façon, etc. Ça, c'est de la logique du compliqué où, en théorie, dans un projet, je peux dire exactement qui va faire quoi, à quel moment, de quelle façon, puis dans quel ordre. Le problème, c'est pas parce qu'on se déconfine actuellement qu'on a toutes les réponses. En fait, on ne les a pas plus, on ne sait toujours pas, on expérimente. Donc, on n'est pas dans un environnement compliqué actuellement, on est dans un environnement complexe. Et là, puis si je vous donne des caractéristiques, je vais faire le parallèle avec le compliqué. Les caractéristiques du complexe, puis le différencie du compliqué, c'est que contrairement au compliqué, on ne connaît pas le résultat final avant de commencer. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas dans le complexe. La deuxième caractéristique, contrairement au compliqué, il y a plus qu'une bonne solution. Et là, l'exemple qu'on a, c'est tout simplement de voir comment les villes ont adressé la pandémie à travers le monde. Chaque ville a utilisé une stratégie différente pour adresser l'univers du complexe. Et souvent dans le complexe, parce qu'il y a plus qu'une option, ça va être l'hypothèse de départ ou la question qu'on va se donner qui va orienter le reste. Donc, concrètement, au Québec, par exemple, bien, on le sait, nos systèmes de santé, c'est parfois notre talon d'Achille. Donc, la préoccupation première, c'était comment on fait pour maximiser les capacités aux urgences. Et à partir du moment que ça a été ça, notre hypothèse de départ, tous les choix qui ont été faits pour gérer la pandémie par la suite étaient liés à celui-là. En Europe, les pays scandinaves, en Allemagne, ils n'ont pas d'enjeu de capacité d'urgence. Ils sont assez solides, sont assez robustes, leur capacité de leurs soins de santé. Et donc, ils avaient une hypothèse différente qui pouvait être minimiser les décès, maximiser la normalité, donc essayer de moins confiner possible, etc. Donc, chaque ville a utilisé une stratégie différente. Je ne veux pas dire une option différente pour pouvoir adresser cette complexité-là. Donc, les réflexes de compliqué dans le complexe ne sont pas nécessairement ceux qu'on veut pouvoir mettre de l'avant. Donc, si on dit qu'on sort d'une première phase, qui était une phase de chaos, de crise, qu'on a relativement bien gérée, et là qu'on est dans une phase de complexité, quelle est la bonne approche, quelle est la bonne attitude, le bon mindset pour être dans la complexité? Et ça, bien, je vous partage un autre concept de la science de la complexité, qui est le concept de résilience, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y a plusieurs définitions. Aujourd'hui, je vais vous donner une définition socio-écologique de la résilience. Puis résilience qu'on met en, je ne vais pas dire en opposition, mais en étirement versus performance. Comme vous savez, depuis 1950, depuis la révolution industrielle, tous nos modèles d'affaires sont basés pour être ultra performants. Donc, un minimum d'input, un maximum de retour sur mon investissement. Et pour ça, on a des compagnies qui sont très, très lean, entre guillemets, si on utilise des processus. Il n'y a pas d'over, il n'y a pas d'extra. On veut vraiment que ça fonctionne au maximum pour avoir le plus de production possible. Donc, ça marche très bien pour être performant. Le problème, c'est que dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ça marche un peu moins bien. Et là, donc, c'est moins résilient, ces environnements-là. Et en ce moment, c'est la résilience dont on a besoin. Donc, quand on parle de résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je vais vous donner trois aspects qui font partie de la résilience. Le premier, pour être résilient, il faut être persistant. Persistent. Puis là, vous me pardonnerez l'anglicisme parce que persistant, c'est périn, c'est résilient, puis là, on tourne en rond, on tourne en rond en français. Là. En fait, j'ai gardé le terme anglais, il faut être persistant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire d'abord d'avoir une capacité à encaisser un choc puis de rebondir. Donc, ça, on le sait, souvent, ça tombe dans les définitions de résilience. Il faut aussi avoir une certaine diversité. Et là, quand on parle dans un écosystème, les écosystèmes qui sont riches, qui sont résilients, ont une grande biodiversité. On dit que les écosystèmes qui sont moins résilients sont pauvres en biodiversité. Donc, avoir cette diversité-là permet d'être résilient. La même chose pour la redondance. On le sait dans les systèmes aériens, par exemple, dans l'aviation, il y a la double et la triple redondance pour assurer de la sécurité et donc, dans ce cas-ci, la résilience de l'avion. Et puis, il faut savoir reconnaître la réalité, dans le sens où pas la juger, pas l'évaluer, juste pour ce qu'elle est. Notre corps est super bien fait pour ça. Si j'ai chaud, je vais me mettre à suer. Si j'ai froid, je vais me mettre à grelotter. Puis il n'y a pas de jugement. Est-ce que ça me tente? Est-ce que j'avais prévu? Ou quoi? C'est une adaptation immédiate par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, d'être persistant, c'est un des premiers concepts. Un autre concept qui est intéressant, mais qui fait partie de la résilience, c'est d'être apprenant. Donc, on le sait, on en parle depuis des années, les compagnies apprenantes, etc. Apprenant ici veut dire deux choses, surtout la capacité d'apprendre à apprendre.
Puis en passant, vous le faisiez dès que vous étiez jeune, parce que tous les enfants, d'emblée, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on apprend, on découvre le monde, on s'en va, on regarde des choses, puis on essaye des affaires, puis c'est comme ça qu'on va apprendre. Puis on va utiliser nos techniques d'apprentissage, puis on va les mettre sur un autre apprentissage quand on va être confronté à quelque chose de nouveau. Donc la capacité d'apprendre à apprendre est quelque chose qui devient fondamental dans la complexité. Et la capacité d'apprendre en temps réel. Et ça, c'est différent du compliqué. Parce que dans le compliqué, on apprend à la fin. Vous savez, les fameux post-mortem, une fois que le projet est tout terminé, là, on s'assoit et on dit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Dans du complexe, l'apprentissage doit se faire en temps réel, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, pour pouvoir être capable d'en bénéficier puis de pouvoir avancer pour la suite. Troisième point dans la résilience, c'est d'être transformant, d'être innovant. Et ça veut tout simplement dire la capacité de s'adapter au complexe, à cette réalité-là. Donc, comment je m'ajuste? Puis là, bon, on le sait, quand on parle d'innovation, il y a différents types d'innovation, l'amélioration continue, la radicale, etc. Mais c'est lié à ces notions-là, évidemment. Donc, cette capacité de s'ajuster à ce que la réalité est en train de me dire, d'apprendre de ça et de me virer de bord pour pouvoir y aller. Puis en passant, vous voyez là-dedans qu'il y a une boucle itérative, puis ça aussi, c'est des principes qui existent depuis longtemps, dont on parle quand on fait de l'innovation. On est dans ce mindset-là, dans cette approche-là. Donc voilà pour la résilience. Donc si on dit qu'on sort d'un environnement de crise, qu'on est dans un environnement complexe, la bonne posture à avoir en est une de résilience. Maintenant, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comment j'avance avec ça? Bien justement, avancer, c'est ça qui est l'élément clé actuellement. Je vois beaucoup, dépendant des environnements, des parents, des professeurs, des collègues ou autres, des industries, des compagnies, il y en a qui ont le premier réflexe de dire, écoute, là, c'est trop en ce moment, il y a trop de choses, ça va partout, moi, je vais attendre que ça passe. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, parce qu'il y a comme un brouillard qui est là, qui ne va pas se lever tout de suite. Fait que l'idée, c'est d'avancer. Puis pour nous aider à avancer, puis moi, j'appelle ça la théorie des petits pas. Là. Comment je peux faire un petit pas, puis comment je peux ensuite en faire un autre petit pas pour continuer à avancer. Et quand on parle de complexité, il y a cette notion, puis là, je l'ai traduit en anglais, là, je pense que c'est une traduction qui n'est pas pire, les possibles au pluriel adjacents ou les futurs adjacents. Et ça, c'est cette capacité de dire, je ne regarde pas dans 6 mois qu'est-ce que ma compagnie doit être ou dans 1 an et demi ou 2, c'est plutôt aujourd'hui, quand je regarde mon écosystème environnant, sur quoi il faut que je pivote rapidement pour pouvoir aller me positionner un petit peu, pour faire un pas en ce moment. C'est quoi le possible, le futur adjacent que je peux mettre en place pour demain? Et puis, une fois que j'aurai fait ce choix-là, donc j'en choisis un, bien, je vais pouvoir dire, OK, maintenant que j'ai fait celui-là, quel est le prochain que je peux mettre en place? Et là, je vais mettre le deuxième. Et là, bien évidemment, pour avancer, il y a cette boucle-là de qu'est-ce que j'ai appris de mon premier geste et qu'est-ce que j'apprends pour pouvoir prendre mon deuxième. Donc, l'idée des notions des futurs adjacents ou des possibles adjacents pour avancer dans la complexité, c'est une notion qui est très utile pour pouvoir sauter d'une roche à l'autre. Et c'est l'analogie que je vais vous donner qui, pour moi, est la plus simple, puis c'est celle qui parle le plus. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné ou l'autre dans notre vie, essayer de traverser une rivière en sautant de roche en roche sans trop se mouiller. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on vit. On est sur le bord d'une rivière. C'est un beau matin d'automne, par contre, donc il y a de la brume sur la rivière, il y a du brouillard, on ne voit pas de l'autre côté. Donc, quand on est dans le compliqué, on va faire je vais attendre que le brouillard se lève pour être sûr de bien tracer mon chemin jusque l'autre côté. Si on est dans le complexe, on fait je ne vois pas de l'autre côté. Mais ce que je vais faire, je vais regarder les roches qui m'entourent, puis je vais en choisir une ou l'autre, puis je vais sauter. Puis là, je ne me suis pas trop mouillé, je vais regarder s'il y en a un autre, puis je vais sauter encore. Puis c'est comme ça que je vais réussir à traverser. Ceci dit, à mi-chemin ou peu importe, après quelques roches, je vais quand même lever le nez pour regarder, est-ce que le brouillard s'est levé? Ah, pas encore, OK? Par contre, je vois beaucoup de roches à ma droite, OK? Mais je vais continuer à faire mon pas, mais je vais essayer de tendre vers ce côté-là parce que je pense que c'est plus intéressant d'aller par là. Puis éventuellement, je vais me relever le nez encore une fois, puis là, je vais dire, oh, là, le brouillard est en train de se lever, je commence à voir de l'autre côté. Fait que là, je vais pouvoir m'arrimer plus long terme. Et c'est un peu cette notion-là d'arrimer le possible adjacent maintenant et notre plan stratégique à moyen long terme. Et le défi dans le complexe, c'est qu'en ce moment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais au fur et à mesure qu'on va apprendre, il y a des morceaux des casse-têtes qui vont venir se porter, qui vont se matérialiser devant nous. Et au fur et à mesure qu'on a des morceaux, là, on va pouvoir commencer à les mettre en place et commencer à retricoter notre plan stratégique, si on peut dire comme ça. Donc, c'est cette notion de devoir avoir une intention par en avant, mais de la construire pas à pas. Fait que ça, c'est quoi faire pour avancer.
Si je fais un petit récapitule, on était dans la crise, on est rendu dans le complexe. Dans le complexe, la bonne posture est une posture de résilience et cette résilience-là nous permet de faire un pas en avant avec la notion des possibles adjacents. Maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, je présume c'est parce que vous êtes sur des conseils d'administration. Donc, quoi faire si on est un administrateur? Fait qu'en tant qu'administrateur, moi, je vous dirais, il y a deux choses qui sont intéressantes pour vous là-dedans. Un, si vous êtes un administrateur, vous êtes un individu sur une équipe. Et donc, une équipe d'administrateurs, déjà, vous devez vous-même utiliser cette même recette-là pour se réévaluer constamment. Puis je regardais cette semaine en préparation de l'entrevue Chantal que tu as faite avec Michel. Il parlait un petit peu de ça, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, puis comment je peux les aider, puis qu'est-ce qu'on a appris cette semaine. Fait qu'il y a toujours des questions intéressantes comme qu'est-ce qu'on a bien fait cette semaine qui est pertinent, qu'est-ce qui nous a nui dans notre façon de travailler, et puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'il faudrait peut-être qu'on commence à faire. Donc ça, je pense que ça, comme administrateur, nous aussi, on a cette job-là de se remettre en question pour voir qu'est-ce qu'on apprend cette semaine, qu'est-ce qu'on peut mettre en application. Et plus on fait ça, plus on va être un conseil d'administration fort qui va pouvoir aider nos dirigeants et les aider, je vous dirais, en ce moment, en posture de coach, beaucoup. Michel en faisait mention aussi, c'est pas le temps de leur demander un paquet de redditions de comptes. Ils ne savent pas plus, puis ils sont occupés à beaucoup d'autres choses. Comment les aider? C'est plutôt les aider à faire ce même constat-là de OK, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? C'est quoi les futurs possibles qui sont pas loin dans ton environnement sur lesquels tu peux sauter? Et puis tranquillement, pas vite, on va réfléchir au plan d'affaires, puis on va le reconstruire, puis on va vous aider à faire ce lien-là avec vous ensemble. Donc, être la posture de coach pour les dirigeants, je pense qu'actuellement, c'est probablement une des belles approches qu'on peut avoir. Puis, pour pouvoir avoir cette posture-là puis se réévaluer, j'avais le goût, puis Chantal m'a donné la permission, fait que merci beaucoup, de vous lancer un défi. De vous lancer un défi qui est à la fois un cri du cœur. Comme Chantal l'a dit, moi, j'ai travaillé 10 ans au Cirque du Soleil, j'ai travaillé chez Ubisoft, beaucoup dans le milieu du théâtre, du spectacle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout projet créatif est un projet complexe à la base. Parce que quand on commence, on a une intention d'un spectacle, d'un album, d'un show, peu importe, mais on ne sait pas exactement à quelle mesure va être quelle note ou que va dire tel acteur à quelle place. On le découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le système. Et donc, en ce moment, au Québec et au Canada, il y a un bassin incroyable de gens super bien adaptés aux environnements complexes parce que c'est leur réalité au quotidien. Et je parle des gens qui œuvrent dans tous les menus que vous voyez là, que ce soit en création, en designer et des divertissements dans la culture. Tous ces gens-là, c'est leur quotidien d'être dans du complexe. Alors, le défi que je vous lance, c'est d'embaucher comme consultant externe ou comme membre du CA temporairement ou pour longue durée, à vous de décider, mais d'aller vous chercher quelqu'un de ces milieux-là qui est habitué de travailler dans du complexe. Pas parce qu'il va avoir les réponses pour vous, parce qu'il ne sait pas plus que vous, mais il va avoir la bonne posture. Et là, vous allez faire d'une pierre plusieurs coups. Le premier, vous allez donner un peu de salaire à quelqu'un qui en a bien besoin actuellement. Vous allez, j'espère, lui redonner un petit peu d'estime de soi parce qu'il y a plusieurs de ces personnes qui se tournent les pouces actuellement. Et vous-même, en tant qu'administrateur, vous allez apprendre de cette posture-là, de comment réfléchir, comment voir les choses différemment. Puis si vous êtes plus fort comme conseil, bien évidemment, vous allez mieux pouvoir aider vos dirigeants. Donc, faites appel à votre réseau, essayez d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé. Puis, si vous connaissez personne, contactez-moi sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec des gens brillants, super intéressés, qui ne demandent qu'à ça que d'aider en ce moment. Donc voilà, c'est le défi que je vous lance pour pouvoir penser autrement puis être dans ce mode de complexité. En recap, parce que j'essaie de faire vite, parce qu'il y a tellement de choses, vous aurez compris que moi je suis passionné de ça, fait que je pourrais en parler pendant tout le reste de la journée. Mais on a dit qu'il y a 3 types d'environnements. Les environnements simples, compliqués, complexes et chaotiques. On sort de la crise en ce moment, du chaos, on est dans du complexe. Il y a aussi du compliqué puis du simple. On continue à faire des opérations, on continue à produire des choses, mais je focus beaucoup sur le complexe parce que c'est celui-là sur lequel on a un petit peu moins d'outils. Donc, on est dans le complexe. La bonne posture à avoir, le bon mindset en étude de résilience, où on essaie d'être persistant, diversifié, redondant, etc. On apprend à apprendre et on apprend surtout en temps réel et transformant pour pouvoir s'adapter à ce que la réalité est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, et ça nous permet d'avancer
Donc, toujours avec l'idée des possibles adjacents ou des futurs adjacents pour sauter d'une roche à l'autre pour éventuellement reconnecter avec notre plan stratégique. Et finalement, comme membre d'un CA, c'est aussi, ça veut dire donc de se réévaluer constamment en tant qu'individu puis en tant qu'équipe et aussi d'avoir cette posture de coach pour pouvoir aider les dirigeants à faire le même exercice. Alors, voilà, j'espère qu'à travers tout ça, il y a des petits bouts qui vont vous interpeller puis qui vont vous aider à être plus à l'aise. Puis que comme moi, ben, vous allez finir par apprécier les tas de bonbons devant lesquels on est actuellement. Puis je terminerai peut-être en disant, je pense qu'il y a un film que vous connaissez tous, il y a M. Forrest Gump qui avait dit « Life is like a box of chocolate ». Moi, je vous dirais « Complexity is like a candy store ». C'est un monde d'opportunités actuellement. Mais encore faut-il avoir la bonne posture, puis savoir quoi faire, puis comment naviguer à travers ça. Donc, ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour l'instant. Chantal, je te redonne le micro. Type de question, en fait, hein, tu peux te l'imaginer, puis tu as fait avec brio en quelques minutes résumer un sujet qui est effectivement pas simple. On a une première question que je te poserai de Louis Gagnon, qui est ASC. Bonjour, M. Gagnon, qui demande est-ce qu'un new normal peut être défini avec des futurs adjacents, liés avec la stratégie? C'est une belle question, ça. Fait que le new normal, moi, je vais vous dire, pour moi, c'est la réalité, en fait. Quand on dit new normal, on est en train de dire qu'il y a une réalité qui est là, qui est différente de ce qu'elle était. Je pense que, est-ce qu'elle peut être définie avec ça? Je vous dirais, je pense que ça va être la combinaison des deux. La réalité, elle est ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de nous. En fait, elle se fout pas mal de nous. Elle est juste, c'est comme la gestion du temps. Là. Il n'y a personne qui a à gérer le temps. Le temps se gère tout seul. Mais cette réalité-là, comment on peut en faire sens et comment on peut on peut s'y adapter. Je pense que là, l'idée des pas adjacents, des possibles adjacents nous permet de dire d'apprendre, parce que la réalité n'est pas toujours claire. Des fois, elle est opaque un peu. Il y a des choses qui sont là, il y a des signes qui sont là, puis il y a une autre notion dans la complexité qu'on parle d'émergence. Il y a des choses qui vont émerger tranquillement, pas vite de tout ça. Et là, on commence à dire, oh, ça c'est intéressant, oh, ça c'est intéressant, puis là, je commence à rattacher les fils ensemble. Donc oui, je pense qu'à votre question, les possibles adjacents nous permettent de faire du sens de cette réalité-là qui est devant nous, mais qui parfois, on a de la misère à déchiffrer, si on peut le dire comme ça. Ça suscite plusieurs questions qui gravitent, en fait, que je les comprends autour de l'aspect de dire, nous, comme conseil d'administration, on regarde comment notre organisation se débrouille avec la réalité dans laquelle on est. Il y en a qui vont peut-être trop vite de roche en roche. Il y en a d'autres qui restent sur le rivage. Là. Si je reprends ton image, Jean-François, qu'est-ce qu'on fait avec, comme administrateur si on voit que notre direction veut sauter 8 roches à la fois puis que l'équipe ne suit pas? Est-ce que c'est possible d'avoir trop de résilience puis d'en faire trop? Marie-Pierre, ma patronne, la propriétaire d'Agenda, a cette phrase-là de ce temps-ci que j'aime bien, puis elle dit « Busy is the new stupid ». Dans le sens où trop faire de choses, à un moment donné, l'idée, c'est pas d'être performant puis d'en faire plein puis d'en avoir partout, c'est d'essayer quand même de faire les bonnes choses. Donc, il y a une part de réflexion à ça aussi. Fait que de juste essayer de courir bord en bord de la rivière en sautant sur toutes les roches, c'est assez sûr qu'on va finir par se planter puis se casser une jambe. Fait que l'idée, c'est pas de la traverser le plus vite possible, c'est de la traverser le plus sécuritairement possible avec le plus de monde possible. C'est sûr que si je suis le seul à avoir traversé puis tout le reste de mon équipe est encore sur le bord, j'ai pas accompli grand-chose. Donc, je pense que c'est un équilibre, comme toujours en gestion, là, ça dépend, puis c'est le « et », c'est pas un « ou », c'est un « et ». Comment être capable de faire ces pas-là, parce qu'il faut avancer actuellement, il faut découvrir, parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qu'on a à aller découvrir, mais en même temps, il faut le faire, je pense, de façon, surtout comme administrateur, Yann en parlait dans la semaine dernière, des bonnes pratiques de gestion et d'administration de demeure aussi. Il ne faut pas mettre la compagnie à risque juste parce qu'il y a un potentiel qui est là. Il faut y réfléchir aussi puis dire ça fait du sens pour ma compagnie. Donc oui, je m'en vais là. Je vais apprendre de ça. Et donc, pour apprendre, ça prend une légère pause. J'ai dit que c'est un apprentissage en temps réel, mais ça suscite un moment de pause quand même, de réflexion avant de faire la prochaine roche. Donc, je pense que quand on y va à un rythme soutenu, mais un rythme intelligent, c'est pas le bon terme, en tout cas un rythme adéquat, je pense que ça nous permet d'être dans l'action, mais en même temps de rapidement attends une minute, est-ce qu'on est à la bonne place? Oui, c'est toujours bon, ok, parfait, on peut en faire un autre. Donc, c'est cet équilibre-là, je pense qu'on doit aller chercher, qui est vraiment fondamental pour la suite. Ce n'est pas juste une question de vitesse en ce moment-là.
C'est ça. Alors, il faut qu'un conseil soit très alerte pour justement éviter soit qu'une organisation n'y aille pas du tout ou y aille trop vite. Mais l'aspect télétravail, parce qu'on a 2 ou même 4 questions relativement à ça, l'idée d'être en télétravail, d'abolition de poste, tu sais, la transformation que les organisations vivent maintenant. Est-ce que tu crois, comment on s'adapte, comment on adapte la performance, la résilience dans un contexte à distance? Est-ce que tu as des conseils pour les conseils d'administration? Ce que je trouve fascinant actuellement, c'est que ça remet plusieurs concepts qui nous viennent de la révolution industrielle, puis ça nous force à les revoir. Ça veut dire quoi la performance, puis c'est quoi que je bonifie, c'est toute l'idée des KPI, là, qu'est-ce que je mesure comme tel. Ce qu'on mesurait, parce que l'usine, c'était le punch-in, punch-out, c'était le nombre d'heures que je pouvais mettre des vis je caricaturise, mais des vis dans une machine. Tu sais. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette même logique-là, c'est une logique de savoir, et puis est-ce que c'est le nombre d'heures que je travaille qui est important ou ce que je contribue à la compagnie? Et puis, je pense que ça amène plusieurs réflexions sur la rémunération, sur que veut dire travailler à distance? Est-ce que c'est le nombre d'heures? Puis là, je ne peux plus contrôler mon employé, puis là, je suis un petit peu stressé de voir ça. Mais si on s'est commis déjà de dire, ben, gars, voici ce que je m'attends, tu as une expertise à amener, dans ce projet-là, d'ici 2 semaines, on s'attend à ce que tu livres ceci. C'est ça qui est important, c'est est-ce que ça l'a permis à l'équipe de faire un pas en avant, de contribuer ce que tu avais à contribuer. Ça t'a pris 2 heures, 4 heures, 6 heures. Je pense qu'en bout de ligne, ce n'est pas ça qui est fondamental, c'est qu'est-ce qui t'a permis d'avancer. Puis, on a aussi l'opportunité en ce moment d'ajuster notre culture. Il y a des comportements qu'on veut peut-être comment je dirais, favoriser actuellement, les comportements d'être apprenant. Quelqu'un qui est apprenant en ce moment, moi, je le veux dans ma compagnie parce que c'est ça qu'on a besoin. Quelqu'un qui collabore beaucoup parce qu'en ce moment, c'est ça qu'on veut. On n'a pas personne la solution, c'est ensemble qu'on va la trouver. Quelqu'un qui supporte les autres, qui est positif, qui permet d'avancer, ça, c'est les comportements qu'on veut. Oui, il faut livrer en bout de ligne. Oui, ça prend des chiffres, mais je ne suis plus sûr que la performance est nécessairement le critère numéro 1 de rémunération ou de dire ça, c'est un bon employé, il est super performant. Aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel, ça prend plus qu'être performant, ça prend les autres aussi. Puis je me dirais que dans ma tête, la performance pense en 2e ou 3e pour l'instant. Moi, je veux des gens apprenants, il faut être agile, il faut s'adapter. C'est ça qui est intéressant. Tantôt, on va pouvoir devenir performant, mais pour l'instant, c'est plus important de s'adapter. C'est intéressant, évidemment, tout est dans la définition aussi de ce qu'on entend par la performance. Hein, tout à fait, tout à fait. Plein de questions, mais écoute, il y avait quelqu'un qui demandait, puis il me reste 2 minutes, je reçois l'avis de mon équipe parce qu'on est très diligent sur l'heure, mais Jean-François, à ton avis, la crise, le chaos est derrière nous, théoriquement. Est-ce que c'est trop tôt pour s'asseoir en équipe de direction avec le conseil d'administration, une question de Ginette Paquin, pour tenir des sessions de réflexion de planification stratégique présentement? Bien, je ne pense pas que c'est trop tôt. Je pense que ça fait partie d'une bonne gouvernance. On a eu un choc, puis là, on est rendu où? Puis qu'est-ce qui tient encore la route, puis tout ça? Mais moi, je vous dirais, c'est pas juste, c'est faire les deux. C'est pas juste, on revoit notre plan stratégique 3 ans, c'est aussi dire, en ce moment, qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème? Qu'est-ce qui tient encore la route de notre plan? Puis qu'est-ce qui tient plus la route de notre plan? Parce qu'il y a des choses qui ont... Si vous avez fait votre plan stratégique pour janvier 2020, là, en mars 2020, il y a déjà des grands bouts qui ne tiennent plus. Fait que je pense pas que c'est jamais trop tôt, mais il faut juste faire les petits pas en même temps que le plan stratégique. Puis à un moment donné, comme par magie, là, vous allez voir, à un moment donné, là, les deux vont commencer à se faire ensemble, puis il y a comme des réponses qui vont devenir évidentes. Fait tant que c'est pas évident, je pense que c'est parce qu'il faut continuer à avancer par petits pas. Puis à un moment donné, on a comme assez d'infos. Puis là, c'est comme le Eureka moment dans la création. Là. Tout d'un coup, je fais OK, là, je lis, pack, c'est ça, bang, on l'a. Fait que faut y revenir périodiquement. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a des choses qui vont se clarifier. Mais c'est pas trop tôt, je pense pas, non. Un processus de construction. Puis justement, il y a un commentaire de Benoît Mathieu, ou Mathieu Benoît, pardon, qui nous dit le chaos va revenir, donc il faut bâtir nos organisations afin qu'ils soient prêts à faire face à la suite. C'est sûr, effectivement. Alors, c'est un test incroyable que l'on vit comme administrateur, comme administratrice dans les prochains mois.
Encore une fois, je le répète à chaque fois, notre rôle est clé. Ce sont tous des belles lumières que tu as allumées, déterminées, quelles sont les composantes dans l'organisation qui seront requises pour passer à travers, questionner la façon dont nos organisations abordent ce chemin ou cette rivière devant eux. Merci infiniment, Jean-François. Il y a encore plein de commentaires qui arrivent. J'invite donc, comme tu l'as dit, les gens à écouter ton TED qui dure une quinzaine de minutes que j'ai écouté, je m'excuse, hier soir, excellent. Donc, à tous, si vous souhaitez l'écouter, évidemment, le module 2 dans lequel Jean-François participe à la certification pour ceux qui ne sont pas ASC va plus loin dans la dynamique de l'innovation, de la transformation dans ces concepts. Alors, vous serez bien sûr les bienvenus à venir nous rejoindre au collège. L'important, c'est d'être curieux et de continuer à faire les efforts pour aider nos entreprises, nos organisations. Un takeaway, chacun d'entre vous, je vous invite à chaque fois à le faire. Prenez quelques minutes. Il y a des éléments super importants. Moi, j'aime bien ce que Marie-Pierre dit. Busy is the new stupid. Là. Je pense que c'est intéressant comme image, en fait, pour se questionner aussi, pour s'assurer que notre entreprise, nos organisations ne tombent pas dans ce paradigme-là. On aura encore 2 prochains webinaires, 2 prochains entretiens à vous offrir avant les vacances. Donc, le 9, on discutera d'éthique avec M. René Villemur, ingrédients essentiels dans la suite des choses. Et le 15 juin, nous discuterons avec Anne Darche de communication en situation de COVID. Alors, c'est un grand plaisir. Continuez à faire la différence. Merci Jean-François. Je vous souhaite une magnifique semaine.